Vacances de cauchemar, une série de Ouest France, où quand des vacances tant attendues tournent à la catastrophe. L'histoire s'est déroulée il y a près de 20 ans, mais elle suscite toujours autant d'émotions dans la famille. Nous sommes en juillet 1997, un soleil écrasant chauffe les vieilles pierres d'une ferme rustique, une location située dans un lieu-dit complètement perdu de l'Aveyron, à environ 1 heure de Millau. Louis et son épouse Marie, tous deux quinquagénaires, arrivent avec 2 de leurs enfants, Elisabeth 16 ans, Alexandre 16 ans et un copain de ce dernier. Ils sont rejoints par Jacqueline, 40 ans, et Martin, son fils de 11 ans. L'idée de départ, c'était qu'on se retrouve avec mes 2 sœurs et quelques-uns de nos enfants pour passer du bon temps ensemble, explique Jacqueline, aujourd'hui à la retraite dans la région nantaise. Tous prennent possession des lieux dans une ambiance de joyeuse retrouvailles familiales, tandis que les poules en liberté gambadent devant la maison. Quelques jours plus tard, ils sont rejoints en voiture par Martine, âgée d'une 50aine d'années, et de Pierre-Yves, dans les mêmes âges, qu'elle leur présente comme un ami. Sa présence avait été annoncée avant leur arrivée. On a fait les présentations avec ce très grand type aux cheveux blancs, tout se passait bien, raconte Louis. Mais une succession de petites choses et d'indices bizarres s'est produite qui nous a conduits à nous poser de sérieuses questions à son sujet, ajoute-t-il. C'est allé crescendo, abonde Jacqueline. Il est assez extraverti, expansif. Au début c'était drôle, mais ça s'est dégradé assez rapidement. Un soir, alors que la famille est réunie autour d'un feu, Pierre-Yves raconte qu'il est le descendant d'un chef indien. Un autre jour, pendant que tout le monde est attablé dans le jardin, il affirme qu'il est insensible à la douleur. Et là, il a saisi une poignée d'ortie, s'est flagellé le torse avec, puis les a fourrés dans son slip. On s'est tous regardés, interloqués, sidérés, poursuit Jacqueline. Il était tout rouge et couvert de cloques, s'esclave Louis, mais il a continué son numéro de Grand Manitou. Entre autres théories fumeuses, il prétendait qu'il fallait accélérer en voiture au carrefour, car moins on y reste, moins on court de risques. Une vraie logique de Shadok, s'étrangle le père de famille. Ce dernier interdit d'ailleurs formellement aux enfants de monter dans le véhicule de Pierre-Yves, enclin à couper dangereusement les virages sur les petites routes enlacées du coin. Il voulait même apprendre à conduire au copain de mon fils, mineur dont j'avais la responsabilité, fulmine Louis. La tension monte d'un cran quand un matin, à 6h, Jacqueline est réveillée par des barrissements et des rugissements. Elle saute de son lit et découvre Pierre-Yves dans la salle à manger en train de pousser des cris d'animaux. Il m'a dit que ça le détendait. Je lui ai répondu qu'on était en vacances et qu'il... tout le monde. Petit à petit, il s'est démarqué du groupe, développant tout un discours sur le mâle dominant. Il déblatérait tout seul. Partout où on allait, on se faisait remarquer, c'était vraiment la honte, tempête Jacqueline. Ma sœur Martine, elle, ça la faisait rire. Partout dans la ferme, des nuées de mouches tourbillonnent, excitées par la chaleur qui s'abat sur les fermes d'élevage à proximité. Et l'atmosphère familiale s'alourdit un peu plus. Pierre-Yves agaçait particulièrement ma fille Elisabeth, qui n'hésitait pas à le contredire en le regardant droit dans les yeux, souligne Louis. Il l'avait dans le collimateur, confirme Jacqueline. Un midi, elle l'a pris à partie en lui reprochant d'avoir laissé la salle de bain dans un état déplorable, poursuit Louis. Un échange de propos oiseux avec la jeune fille s'ensuit, qui met le feu aux poudres. Pierre-Yves s'est mis à hurler « Qui es-tu, toi, petite insolente, qui ose me parler comme ça ?» se souvient Elisabeth. Devant l'attitude stoïque de ma fille, il a arraché sa chemise en vociférant et s'est éloigné. Quelques instants plus tard, il nous a annoncé qu'il partait chez des amis à Grenoble et qu'il reviendrait le surlendemain soir, précise Marie. Après ce coup d'éclat et le départ de Pierre-Yves, Louis, Jacqueline et Marie organisent une sorte de conseil de famille avec Martine. Tous 3 veulent comprendre qui est vraiment cet homme et d'où il vient. Martine leur explique qu'elle l'a rencontré par hasard à Paris et qu'ils se fréquentent depuis maintenant plusieurs mois. Le trio lui fait alors part de son inquiétude. Martine finit par leur avouer que Pierre-Yves a fait un séjour récent en hôpital psychiatrique et qu'il doit suivre un traitement médicamenteux qu'il ne prend pas. On a dit à ma sœur, ce n'est pas possible, ça change la donne. On n'est pas rassuré du tout, ni pour toi, ni pour les enfants. Il faut qu'il rentre chez lui. À son retour, tu dois lui demander de partir,
insiste Jacqueline. Avec la tombée du jour, l'obscurité enveloppe progressivement la maison pendant que chacun essaie de digérer ses émotions. Toute la journée, on a psychoté, confie Jacqueline. On avait remarqué qu'une faucille avait disparu près de la cheminée. On a commencé à se faire un film. On a tous cru qu'il allait revenir dans la nuit pour nous zigouiller. C'était un colosse. Alors on a pris des mesures de précaution. La famille se barricade, vérifie que les portes et les volets sont verrouillés, réorganise les couchages. Des obstacles sont installés stratégiquement à certains endroits de la maison pour servir d'avertisseurs en cas d'intrusion. Les couteaux de cuisine sont soigneusement cachés. Et moi, j'ai dormi avec une bombe de décape-four sous mon oreiller, atteste Jacqueline. La situation est devenue un peu hystérique, admet Louis, mais on était au milieu de nulle part et on s'est senti pris au piège. On n'avait pas de téléphone portable à l'époque et on ne voulait pas finir dans la rubrique faits divers du journal du coin. La gendarmerie était à plusieurs kilomètres. Une longue nuit passe. Alors qu'il n'était attendu que le lendemain soir, Pierre-Yves refait surface en début de matinée, un exemplaire du Monde et un sachet de croissants à la main. Après une mauvaise nuit sur le qui-vive, Jacqueline, Louis et Marie sont déjà debout. Il s'est assis dans la cuisine et nous a expliqué qu'il avait préféré rentrer plus tôt, indique Jacqueline, et il a fait comme si de rien n'était. Marie va réveiller Martine, qui dort encore, pour qu'elle se charge de les débarrasser de l'importun. Une fois levée, en chemise de nuit, elle s'installe avec Pierre-Yves dans une voiture de ce dernier, stationnée dans une allée bordant la maison. Une portière était ouverte et on entendait de la musique, explique Jacqueline. Avec Louis, on faisait semblant de faire autre chose, mais on surveillait du coin de l'œil. On avait peur pour Martine. Au bout d'une heure, il commence à trouver le temps long, appelle Martine. Pas de réponse. Louis et sa belle-sœur décident de s'approcher de la voiture. Elle est vide. On a recommencé à se faire un film, souffle Jacqueline. Elisabeth est chargée d'emmener les ados et les enfants sur une aire de baignade voisine. Jacqueline et Louis, eux, entreprennent de battre la campagne alentour pour retrouver le couple. On a fait tous les chemins, les buissons, les granges. On n'arrêtait pas de les appeler. Les recherches, infructueuses, durent une bonne heure et demie sous un soleil de plomb. Restée dans la maison, Marie, convaincue que sa sœur n'a pas pu aller n'importe où en chemise de nuit, redoute le pire. Elle s'apprête à se rendre chez les voisins les plus proches pour alerter les gendarmes. Jacqueline temporise. Elle se souvient subitement qu'elle a emporté une paire de jumelles dans ses bagages. Elle court la chercher et repart avec Louis pour scruter les environs. « Regarde, je crois que j'ai vu un truc !» lance-t-elle soudain à son beau-frère. L'angoisse sourde laisse place à la stupéfaction. Au loin, il découvre Martine et Pierre-Yves, allongés dans l'herbe, en train de cueillir des mûres. Jacqueline et Louis crient leurs prénoms, mais les deux autres pouffent de rire et restent indifférents à leurs appels. La colère m'est montée par les doigts de pied, gronde Jacqueline. Nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris toutes leurs affaires, je les ai jetées en vrac dans leur valise que j'ai posée sur le toit de la voiture de Pierre-Yves. Ce dernier et Martine reviennent 3 quarts d'heure plus tard. On leur a dit « Maintenant, vous partez !» Pierre-Yves a mis 1 heure à replier méticuleusement toutes ses affaires, se souvient Jacqueline. De temps en temps, il s'arrêtait et frappait le sol avec une vieille barre de fer ramassée près de la maison, en nous regardant. Jacqueline et Louis ne bronchent pas. Effondrée, Marie est retranchée dans la maison et n'ose pas assister à la scène. Nous étions soulagés que ma sœur soit vivante, mais ce n'était plus possible qu'elle reste. Ils sont partis ensemble, et là, on a enfin été en vacances, soupire Jacqueline. Quelques mois plus tard, Martine a confié à Marie qu'elle ne pensait pas, en invitant Pierre-Yves, que les choses prendraient pareille tournure. Jacqueline, elle, a toujours du mal à contenir sa colère. Cette histoire de fou, qu'on appelle entre nous l'histoire du fou, elle est digne d'un scénario de cinéma, grince-t-elle. Près de 20 ans après, on en rigole, mais c'était violent. Vacances de cauchemar, une série de Ouest France. Texte Gaël Legrand. Narration Hugo Chesinski. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.